Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, Monday 22 June, les grands dossiers du jour touchent une transition politique majeure au Royaume-Uni, un basculement électoral serré en Colombie et une nouvelle séquence de tensions entre Pékin et Washington. Au pays, l'accès à l'information, la défense du Nord et plusieurs débats sociaux et économiques s'invitent à l'agenda. Géopolitique. Keir Starmer a annoncé sa démission comme Premier ministre du Royaume-Uni moins de 2 ans après son arrivée au pouvoir. Il a fait cette annonce lundi devant le 10 Downing Street dans une déclaration émotive. Keir Starmer a confirmé avoir informé le roi Charles III de sa décision de quitter ses fonctions. Il restera Premier ministre par intérim jusqu'au choix d'un nouveau chef du Parti travailliste. Une course à la direction est lancée, avec un calendrier qui pourrait s'étirer jusqu'en septembre. La pression s'est intensifiée après une élection partielle à Makerfield, remportée largement par Andy Burnham contre Reform UK. Cette victoire rend Andy Burnham éliminable à une contestation interne, et elle a convaincu davantage de députés travaillistes de réclamer un changement. Andy Burnham, maire du Grand Manchester, est présenté comme le favori pour prendre la tête du parti, après 2 tentatives passées à la direction. Keir Starmer a justifié son départ en disant que son parti se demandait s'il était encore le mieux placé pour mener la prochaine campagne. En Colombie, le décompte préliminaire de la présidentielle donne la victoire à Abelardo de la Espriella au terme d'un scrutin extrêmement serré. Avec 99,99% des bulletins comptés, Abelardo de la Espriella obtient 12,96 millions de voix, soit 49,66%. Son adversaire de gauche, le sénateur Ivan Cepeda, récolte 12,7 millions de voix, soit 48,7%. L'écart est de 250 830 voix et 1,6% des bulletins ont été déposés blancs. Abelardo de la Espriella, avocat et homme d'affaires, a reçu l'appui de Donald Trump pendant la campagne. Ivan Cepeda affirme que le décompte préliminaire n'est ni officiel ni contraignant à ce stade. Il dit vouloir contester des résultats provenant de plus de 30 000 bureaux de vote. Le vainqueur annoncé a promis un durcissement de la politique de sécurité, avec un retour à une confrontation militaire plus directe contre des groupes armés. Le scrutin s'inscrit dans un pays marqué par l'accord de paix de 2016 avec l'essentiel des FARC et par une violence armée redevenue très élevée. La Chine a annoncé des sanctions contre 10 entreprises américaines liées au secteur militaire, en réponse à des restrictions imposées par Washington. Le ministère chinois du Commerce bloque notamment l'exportation d'articles dits à double usage vers les États-Unis, c'est-à-dire à usage civil et militaire. Pékin répond ainsi à une mesure américaine récente qui écarte certaines grandes entreprises technologiques chinoises de contrats de défense. Cette séquence s'ajoute à une série de listes noires et de restrictions croisées entre les 2 pays. Les entreprises visées incluent des acteurs associés aux drones et à des secteurs liés à des matériaux stratégiques, dont les terres rares. Des discussions entre les États-Unis et l'Iran se poursuivent en Suisse, après une première séquence jugée encourageante par des médiateurs. Les pourparlers ont démarré dimanche et ont donné lieu à environ 18 heures d'échange. Les 2 parties se sont entendues sur une feuille de route visant un accord final dans un délai de 60 jours. Les médias iraniens rapportent que la délégation de négociation iranienne a quitté la Suisse après ces discussions. Une équipe technique reste sur place pour poursuivre des négociations techniques liées à un mémorandum d'entente. La rencontre a impliqué des responsables américains, dont J.D. Vance, ainsi que des négociateurs comme Steve Witkoff et Jared Kushner. Ils ont rencontré des responsables iraniens, dont le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, pour une réunion d'environ 80 minutes. Canada. En Ontario,
le calendrier quotidien du Premier ministre Doug Ford ne sera plus accessible au public, à la suite de changements à la loi sur l'accès à l'information. La modification retire l'accès aux documents détenus par les ministres et leurs bureaux. Concrètement, cela empêche désormais d'obtenir par les mécanismes habituels l'agenda détaillé des activités du Premier ministre. Cette évolution réduit la capacité du public à vérifier certaines rencontres, déplacements et échanges tenus dans le cadre gouvernemental. Le Canada a conclu l'achat d'un système de radar avancé auprès de l'Australie, pour une valeur d'environ 2,5 milliards de dollars. Il s'agit d'un radar transhorizon à haute fréquence, conçu pour la surveillance à très longue distance. L'objectif opérationnel est d'élargir la capacité de détection au-delà de la ligne de visée classique, dans un contexte de surveillance du territoire. L'annonce s'inscrit dans les investissements canadiens liés à la défense et à la connaissance de la situation dans le Nord. Le débat sur l'aide médicale à mourir pour les personnes vivant avec une maladie mentale demeure vif au Canada, après une nouvelle poussée de discussion. L'enjeu porte sur l'accès à l'AMM lorsque la maladie mentale serait la seule condition médicale invoquée. La discussion reste fortement scrutée, notamment en raison des impacts sur des groupes directement concernés par la santé mentale et l'accès aux soins. La question continue d'opposer des préoccupations de protection des personnes vulnérables et des demandes d'autonomie médicale. À Ottawa, une limite annuelle de 10 heures de séances de thérapie s'applique désormais à des demandeurs d'asile et à des réfugiés, dans un cadre de santé supplémentaire. Cette limite a été introduite lorsque le gouvernement fédéral a instauré des copaiements de santé supplémentaires plus tôt ce printemps. Des praticiens en santé mentale font pression pour faire annuler ce plafond. Des manifestations ont eu lieu, avec pancartes et bannières, pour dénoncer l'impact concret sur des personnes ayant des besoins psychologiques complexes. Les démarches de lobbying n'ont donné que des résultats limités jusqu'ici. Un plan conjoint entre Ottawa et le gouvernement provincial vise l'achat d'unités de condominiums vacantes dans le secteur de Métro Vancouver. Le but est de convertir ces logements en unités de logement abordables. Le chef conservateur Pierre Poilievre s'oppose au projet et le qualifie de sauvetage pour des promoteurs. Il demande l'annulation immédiate de la mesure, en ciblant l'utilisation de fonds publics dans un marché immobilier sous tension. Au Québec, le gouvernement cherche des solutions face à un creux historique du taux de natalité observé ces dernières années. Le dossier se pose en termes de politique familiale, d'accès aux services et d'incitatifs possibles. Reste celui d'une baisse marquée des naissances, présentée comme un point de bascule démographique. La recherche de mesures vise à répondre à des effets anticipés sur la main-d'œuvre et l'organisation des services publics. Science. Le Japon a levé la limite supérieure sur le nombre de drones qu'un seul pilote peut opérer. La mesure vise à optimiser la logistique, en permettant à un opérateur de superviser davantage d'appareils dans certaines missions. Les autorités veulent aussi accélérer les inspections d'infrastructures comme des ponts ou des installations industrielles grâce à des opérations multipoints. Le changement vise également les interventions en situation d'urgence, notamment l'évaluation des dégâts et les recherches pendant des catastrophes. Dans ces scénarios, la capacité à déployer plusieurs drones sous une seule supervision peut améliorer la couverture d'une zone. La décision s'inscrit dans une volonté d'augmenter l'efficacité opérationnelle tout en adaptant les règles à l'évolution des capacités techniques. Une étude de l'Université de Tokyo met en lumière un écart important du nombre de pas quotidiens au Japon selon les municipalités. Les comptages moyens de pas sont plus élevés dans les zones où l'environnement facilite la marche. L'étude relie ces différences à des facteurs locaux, comme des aménagements plus propices aux déplacements à pied. Le résultat souligne une inégalité mesurable d'activité physique quotidienne à l'intérieur d'un même pays. Ce type de données
peut orienter des décisions municipales sur l'urbanisme, les trottoirs et l'accès aux services de proximité. L'étude ne pointe pas une cause unique, mais associe clairement la marche à la configuration des milieux de vie. Climat. Une vague de chaleur a conduit la France à restreindre la consommation d'alcool dans l'espace public et à limiter certains sports en plein air. À Paris, des lieux comme la Tour Eiffel ont mis en place des stations de brumisation pour rafraîchir les visiteurs. À Rome, des touristes ont cherché à se refroidir dans des fontaines sous des températures élevées. Dans le Pays basque espagnol, des événements sportifs et culturels ont été annulés pour réduire les risques. En Europe, la dépendance aux combustibles fossiles importés pèse sur la sécurité énergétique dans un contexte de tension au Moyen-Orient. La hausse des prix menace la croissance et alimente l'inflation selon l'analyse du moment. Dans ce cadre, les investissements en énergie renouvelable sont présentés comme un enjeu de compétitivité et d'indépendance stratégique au-delà des objectifs climatiques. Monde. À Kiev, des soldats ukrainiens ont défilé à la marche des fiertés avec leurs partenaires pour revendiquer l'égalité des droits. La demande porte sur le droit au mariage et sur la reconnaissance de partenariats civils. La mobilisation s'inscrit dans un pays socialement conservateur qui cherche aussi à se moderniser en se rapprochant de l'Europe occidentale. La présence de militaires vise à rendre visible l'enjeu dans un contexte où l'armée occupe une place centrale dans la société ukrainienne. Au Liban, les blessures d'enfants augmentent fortement depuis le début de frappes aériennes israéliennes commencées en mars. Une famille fait face aux séquelles physiques et psychologiques d'une jeune fille touchée en avril. Le tableau décrit combine des traumatismes médicaux et des impacts émotionnels au-delà des soins. Dans immédiat, la hausse des blessures chez les enfants devient un indicateur concret de la gravité des effets sur les civils. En Australie, la police a mis au jour environ 3 tonnes de cocaïne dans ce qui est présenté comme une saisie record. La découverte a eu lieu le 19 juin dans des bacs de plastique enterrés dans des bunkers sous 3 conteneurs maritimes. L'opération s'est déroulée dans l'ouest de Sydney avec une saisie chiffrée à 2,7 tonnes dans une estimation. 2 résidents de Sydney ont été arrêtés dans cette affaire. Ils s'exposent à des peines pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie. Les enquêteurs décrivent une cache structurée, conçue pour dissimuler durablement la marchandise. En Écosse, la police a arrêté un homme à la suite d'attaques à Édimbourg, ayant fait 5 blessés vendredi. Les autorités britanniques ont décrit ces attaques comme motivées par une haine anti-musulmane. L'enquête se poursuit pour établir les responsabilités et les circonstances exactes. Le bilan de 5 personnes blessées place l'événement au rang des incidents violents marquants du week-end. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 208 $ américains, en hausse de 1,2% sur 24 heures. L'argent se négocie à 66 $ américains, en hausse de 2,3% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 64 109 en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,707 $ américains. Le Japon a décidé de quintupler ses frais de visa dans une première hausse de prix depuis 1978. Les autorités japonaises affirment ne pas s'attendre à un impact immédiat sur le tourisme entrant. La mesure augmente le coût administratif d'accès au territoire pour certains voyageurs. Le gouvernement mise sur la continuité des flux, malgré une hausse annoncée comme importante. Ce changement intervient alors que le Japon reste une destination très fréquentée, avec des attentes élevées sur la demande touristique. L'annonce place aussi la question des coûts de voyage au cœur des décisions des ménages et des entreprises touristiques. Dans l'industrie automobile, des négociations se profilent sur fond de guerre tarifaire, alors que des conventions collectives arrivent à échéance le 20 septembre. L'échéance fixe une date butoir pour renouveler les conditions de travail des syndiqués concernés. Le contexte tarifaire complique les discussions, en influençant les coûts, les chaînes d'approvisionnement
et les perspectives de production. Les parties devront négocier en tenant compte de pressions concurrentielles et de variations de prix liées aux droits de douane. Le calendrier place l'été et le début de l'automne au centre d'un cycle de pourparlers potentiellement serré. L'enjeu immédiat reste d'éviter une rupture à l'échéance, avec un terrain déjà tendu par le contexte commercial. À savoir aujourd'hui, le 22 juin 1940, la France signe l'armistice avec l'Allemagne nazie, dans la clairière de Retonde, près de Compiègne. Le 22 juin 1941, l'Allemagne lance l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. C'était Actu Rémi. Plus d'actualité sur acturemi.news.